Ça fait maintenant plus de 1000 jours que la guerre en Ukraine a éclaté et ça fait plus de 10 ans que la Russie a commencé ses attaques contre ce pays. Pendant tout ce temps, on a assisté à des offensives, des contre-offensives, des menaces et des changements de stratégie avec des conséquences dramatiques. Des centaines de milliers de victimes et des destructions massives. Des villes entières au cœur de l'Europe ont été littéralement réduites en cendres. Mais aujourd'hui, un événement pourrait tout changer, l'arrivée imminente de Donald Trump à la Maison Blanche. Le nouveau président élu semble déterminé à mettre fin à cette guerre. En tout cas, c'est ce qu'il affirme haut et fort. En attendant, l'administration Biden n'a pas chômé. Probablement en coordination avec Trump lui-même, Biden a levé plusieurs restrictions pour renforcer la position de l'Ukraine dans les négociations. Ça inclut l'autorisation d'utiliser des missiles occidentaux pour attaquer des cibles sur le territoire russe, mais aussi la livraison massive de mines antipersonnelles. Et bien entendu, la Russie n'a pas tardé à réagir. Ces derniers mois, la guerre hybride menée par la Russie contre l'Europe s'est intensifiée. On a observé des vagues régulières d'immigration illégale le long des frontières avec la Russie, la Biélorussie et des pays comme la Pologne, la Lituanie ou encore la Finlande. Il y a aussi eu des incidents suspects comme des cargos chinois qui auraient par erreur endommagé des infrastructures critiques, notamment des liaisons gazières entre l'Estonie et la Finlande, ou encore des attaques contre des câbles de communication sous-marine dans la mer Baltique. Et bien sûr, la propagande russe est omniprésente. Ceci dit, ce ne sont pas ces actions qui préoccupent le plus l'Occident. Ce qui inquiète surtout les gouvernements européens, c'est la réponse directe de Vladimir Poutine à la décision de Biden de permettre aux Ukrainiens d'utiliser les missiles ATACMS contre des cibles en Russie. Il y a 2 semaines, le 21 novembre, Poutine a lancé un missile balistique à portée intermédiaire sur une usine militaire située à Dnipro, en Ukraine. Ce missile, identifié comme un test de nouvelle arme russe, appelé Oreshnik, a plutôt impressionné par ses capacités. D'après les renseignements ukrainiens, il aurait atteint une vitesse de près de Mach 11, soit environ 13 440 km/h. En seulement 15 minutes, il aurait parcouru 800 km depuis son point de lancement jusqu'à sa cible. Bref, les tensions montent encore d'un cran et l'évolution de la situation reste incertaine. В том числе и испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Et c'est loin d'être fini. Dès le lendemain de cette annonce, Poutine a confirmé que la production régulière de ce nouveau missile allait débuter immédiatement. Cela dit, nouveau, pas si sûr. Reste à voir si cette arme est réellement innovante ou si elle repose sur des technologies déjà existantes. Je serais extrêmement surpris si ce système de missile comportait plus de 10% de pièces neuves. Fabian Hoffman, expert en défense et doctorant à l'université d'Oslo. Selon le Pentagone et de nombreux experts militaires, le missile Oreshnik serait en réalité une évolution du RS-26 Rubens, un missile qui avait déjà été testé avec succès en 2012. Ce modèle d'origine affichait une portée impressionnante d'environ 5800 à 6000 km. Donc pas si nouveau, mais clairement une amélioration d'une technologie déjà éprouvée. Je pense qu'ils ont essentiellement démonté un RS-26, l'ont cannibalisé, puis ont assemblé ce nouveau missile avec quelques améliorations et une nouvelle couche de peinture. Quoi qu'il en soit, l'Oreshnik reste un missile de faible précision, extrêmement coûteux, et son lancement n'a presque pas causé de dégâts à la cible visée. Une ancienne usine soviétique secrète de missiles et de fusées. D'après les informations disponibles, les Russes n'ont même pas pris la peine de le charger correctement. Mais attention, ce lancement n'était pas un simple test de routine. Cette fois-ci, on a tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un missile très difficile à intercepter, capable de transporter des têtes nucléaires et d'atteindre n'importe quelle cible en Europe en quelques minutes seulement. Ce potentiel a de quoi inquiéter, surtout dans le contexte actuel. C'est pas tout, hein. La Russie a récemment modifié sa doctrine nucléaire, élargissant les cas où elle pouvait recourir à ces armes. Cette nouvelle doctrine précise désormais que la Russie peut utiliser des armes nucléaires si elle est attaquée avec des armes occidentales bénéficiant d'un soutien occidental. Et c'est précisément ce que Poutine dénonce. Il accuse l'Ukraine d'avoir utilisé des missiles ATACMS états-uniens, Storm Shadow britanniques et Scalp français pour frapper des cibles militaires en plein cœur du territoire russe. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. En clair, cette manœuvre ressemble à une offensive politique mêlant menaces et avertissements, ce qui est franchement inquiétant.
Vladimir Poutine a menacé de réduire en poussière les cibles à Kiev. Le président russe a déclaré que les bâtiments du gouvernement ukrainien pourraient être frappés avec le nouveau missile balistique Oreshnik. Mais c'est précisément là que le débat fait rage. D'un côté, certains pensent que tout ça, ce n'est qu'une énième fanfaronnade de la part de Poutine, une manière de jouer la carte de l'intimidation sans intention réelle. De l'autre, certains jugent que cette fois-ci, c'est un avertissement sérieux, un message qui pourrait se traduire ainsi. On n'a pas encore déclenché la tempête nucléaire, mais on est en train de se préparer pour pouvoir le faire. Alors réfléchissez bien avant de continuer. Cela dit, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas la première fois que Poutine agite la menace nucléaire. Pendant toute la durée de cette guerre, il a souvent usé de cette rhétorique, à tel point que certains experts commencent à ne plus le prendre au sérieux, voire à le considérer comme une blague récurrente. À mon avis, c'est une autre tromperie et une démonstration de la faiblesse de Poutine. Il n'ose pas utiliser les armes nucléaires car cela ferait de lui un paria total. Anton Gerashenko, ex-conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur. Il s'agit d'une opération psychologique de relations publiques du Kremlin sans grande substance. Son objectif est d'effrayer les dirigeants et les électeurs des pays qui soutiennent l'Ukraine. Andreas Umland, analyste à l'Institut suédois des affaires étrangères. Même les États-Unis ont affirmé que le risque est très faible. Et bien sûr, l'apparence fatiguée et hagarde de Poutine ne donne pas l'impression d'un leader qui a le dessus. Je sais pas, il était censé se réjouir de la victoire de Trump, des renforts nord-coréens, des récentes avancées de l'armée russe et de la fin prévisible de la guerre en Ukraine. Mais bon, rien ne semble aller comme prévu. Pas même la récente déconfiture de son allié Bachar al-Assad en Syrie. Alors pourquoi ce missile a-t-il suscité autant de débats et autant de controverses? Qu'est-ce que ça peut signifier au moment où la guerre semble entrer dans sa dernière ligne droite? Pourquoi Poutine n'est pas aussi joyeux qu'il ne devrait l'être? C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. La fureur de l'ours russe. Alors pourquoi Poutine a-t-il choisi d'utiliser des missiles balistiques à portée intermédiaire pour frapper une usine industrielle en Ukraine? À première vue, l'explication semble évidente. Il s'agirait d'une réponse directe au feu vert donné par Biden à l'Ukraine pour utiliser des missiles Atacams contre des cibles en Russie. En lançant ce missile, Poutine aurait voulu envoyer un message clair à l'Occident. N'allez pas trop loin, vous êtes en train de pousser notre patience à bout. Ne fournissez pas à l'Ukraine des armes encore plus avancées. C'est une version qu'on a déjà explorée dans Diplo et qui a été reprise dans pas mal de médias. Les choses sont pas aussi simples. En réalité, le lancement de ce missile avait d'autres objectifs. Bien sûr, c'est une manière de répondre à l'Occident, mais il faut regarder au-delà. Parce que, soyons honnêtes, l'utilisation de missiles comme l'Atacams, le Storm Shadow britannique ou le Scalp français va pas fondamentalement changer le cours de la guerre à ce stade. Ce qui se joue ici, c'est une partie beaucoup plus complexe où chaque mouvement est calculé plusieurs coups à l'avance. Et c'est là que réside l'essentiel. Poutine a saisi l'opportunité pour adresser un message fort, mais il y a aussi une stratégie plus profonde derrière cette action. Une stratégie que les propagandistes russes ont bien sûr soigneusement évité d'expliquer. Lors du dernier sommet de l'OTAN à Washington en juillet, les États-Unis ont annoncé leur intention d'augmenter drastiquement leur capacité de dissuasion et de puissance de feu à longue portée en Europe. Concrètement, ça passe par le déploiement d'armes avancées dans des pays comme l'Allemagne et d'autres États européens. On parle notamment du missile polyvalent SM-6, du missile de croisière Tomahawk, des armes hypersoniques en développement comme le Dark Eagle et l'Operational Fires, ainsi que de nouveaux types de missiles balistiques à courte portée. Ces initiatives donnent aux forces US en Europe une portée accrue, plaçant la Russie sous pression comme à l'époque de la guerre froide. Ça marque une rupture avec le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé en 87 par Gorbatchev et Reagan qui interdisait aux deux parties de déployer ces types de missiles en raison des risques importants qu'ils représentaient. À l'époque, l'idée était d'éviter une escalade incontrôlée puisque la fenêtre de réaction en cas de lancement de ce type de missile était extrêmement courte. Cependant, en 2019, l'administration Trump a abandonné ce traité, accusant la Russie de le violer en développant des missiles de croisière interdits. Depuis, les États-Unis ont décidé de réintroduire ces armes en Europe, modifiant profondément la donne stratégique. Dans ce contexte, le lancement du missile Oreshnik par la Russie apparaît comme une réponse attendue. Moscou a voulu montrer qu'elle ne restait pas passive face à ces déploiements et qu'elle travaille également à moderniser et à renforcer ses capacités militaires. Ceci dit, le lancement de ce missile ne se limite pas à une simple démonstration de force. Il s'inscrit dans une stratégie plus vaste destinée à envoyer des messages multiples, tant à l'Occident qu'au reste du monde.
Quelles que soient les pertes humaines et matérielles ou les coûts économiques, un point est indéniable. Après l'échec de sa première offensive en Ukraine, la Russie a réussi tant bien que mal à résister aux assauts militaires et à faire face aux sanctions économiques imposées par l'Occident. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. Alors même si la Russie continue de maintenir son effort de guerre, tout ne va pas pour le mieux pour le Kremlin. L'industrie militaire russe est poussée à ses limites. Malgré un développement considérable, elle ne parvient pas à répondre pleinement aux besoins en ressources, en main-d'œuvre et en technologie. Et ça ne suffit toujours pas pour compenser la consommation d'armes par l'Ukraine, qui dépasse largement la capacité de la Russie à remplacer ses pertes. Un des principaux soutiens de Moscou vient aujourd'hui de la Corée du Nord. C'est pas juste les 11 000 soldats déployés à Koursk, mais surtout des millions d'obus d'artillerie envoyés par Pyongyang. Actuellement, près de la moitié des projectiles utilisés par la Russie proviennent des stocks nord-coréens permettant aux Russes de poursuivre leur offensive. Cependant, cette aide pourrait s'avérer insuffisante. Selon les experts, dès la seconde moitié de 2025, la Russie pourrait faire face à une pénurie majeure de munitions. Ce problème ne s'arrête pas uniquement aux obus. On estime que la Russie perd en moyenne 100 chars et 220 pièces d'artillerie par mois, alors que sa capacité industrielle est limitée à seulement 20 unités produites mensuellement. Cette situation s'explique notamment par les contraintes technologiques. La production de canons pour chars et artillerie nécessite des forges rotatives avancées, des machines gigantesques capables de mouler des pièces solides et résistantes. Or, la Russie ne dispose que 2 forges produisant chacune environ 10 canons par mois. La Russie ne peut pas en acquérir davantage, puisque très peu d'entreprises au monde fabriquent ces équipements et elles sont hors de portée du Kremlin en raison des sanctions. Résultat, Moscou peut se permettre de remettre à neuf certains anciens chars, mais lorsqu'il s'agit de construire du matériel neuf, la limite est vite atteinte. Pour les véhicules de combat, la situation est similaire. Depuis le début de la guerre, la Russie aurait perdu environ 5000 véhicules, soit environ 155 par mois, tandis que sa capacité de production annuelle plafonne à 200 unités. Cette incapacité à compenser les pertes met une pression énorme sur les arsenaux russes, qui s'épuisent à vue d'œil. En parallèle, la guerre consomme la majeure partie du budget russe, laissant peu de marge pour d'autres dépenses. À cela, les renseignements britanniques estiment qu'il faut ajouter 700 000 pertes humaines, morts, blessés ou mutilés. Un chiffre colossal. Actuellement, la Russie a mobilisé 575 000 soldats en Ukraine et espère atteindre 690 000, ce qui représente une consommation démesurée de ressources humaines. Dans ce contexte, le lancement du missile Oreshnik prend tout son sens. La Russie, également désireuse de mettre fin au conflit, cherche à éviter que l'Ukraine ne reçoive davantage d'armes lourdes. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie visant à faire pression sur la nouvelle administration états-unienne en transition. Le message est très clair. Prenez vos engagements de campagne au sérieux. On en a marre et ça pourrait dégénérer. En parallèle, Moscou tente d'accélérer les négociations tout en améliorant sa position sur le terrain. À Koursk, les Russes intensifient leur offensive dans l'espoir de regagner du terrain rapidement. Les combats dans cette région ont atteint un niveau d'intensité parmi les plus élevés depuis le début du conflit, comparable à l'offensive sanglante menée à Bakhmout. Il donne l'assaut tout le temps, le matin, le jour, la nuit. Geny, commandant de la 47e brigade mécanisée ukrainienne. Actuellement, l'Ukraine a déjà perdu plus de 40% du territoire qu'elle contrôlait à Koursk en août, et la pression russe ne cesse de s'accentuer. Pour Moscou, c'est maintenant ou jamais. Soit l'avantage est obtenu directement et de façon décisive sur le champ de bataille, soit il faudra négocier à prix fort lors des pourparlers de paix. Le tir du missile Oreshnik et la menace qu'il représente ont également offert à l'équipe de Trump une monnaie d'échange importante. Ça vient renforcer leur argument selon lequel il est indispensable de mettre fin à la guerre, peu importe les concessions nécessaires. Dans le même esprit, la Russie poursuit des stratégies similaires avec les centrales nucléaires ukrainiennes. Les attaques contre les infrastructures électriques ne visent pas seulement à plonger les Ukrainiens dans le froid de l'hiver, mais aussi à jouer avec la sécurité nucléaire. Voilà comment ça fonctionne. Les centrales nucléaires ukrainiennes dépendent du réseau électrique pour 2 raisons. D'abord pour transmettre l'électricité qu'elles produisent. Ensuite pour alimenter les systèmes de refroidissement et de sécurité des réacteurs nucléaires. Si le réseau est endommagé ou si l'approvisionnement en électricité est interrompu, les systèmes de sécurité doivent se replier sur des générateurs diesel, peu fiables sur le long terme. Cette situation crée une pression énorme sur les gouvernements européens, même si ces derniers évitent d'en parler publiquement. C'est un autre exemple du mépris total de Moscou pour les conséquences humaines et environnementales de ses actions.
La stratégie russe dépasse tous les niveaux d'insouciance, d'irresponsabilité et de brutalité. Mais venons-en à une autre dimension, la question de la paix. Contre toute attente, la paix n'est peut-être pas aussi avantageuse pour la Russie qu'on pourrait le croire. Pourquoi ? C'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Écoute bien. La Russie cherche à mettre fin à la guerre tout en conservant les territoires qu'elle a acquis, ce qui représenterait une victoire politique pour Poutine. Dans ce scénario, Donald Trump pourrait devenir son meilleur atout, notamment en jouant sur son discours anti-guerre et ses propositions de négociation. Cependant, à Washington, certains envisagent une alternative différente, souvent qualifiée de sortie à la coréenne. On y reviendra bientôt sur Diplo, donc abonne-toi si tu veux pas louper la vidéo en question. Bref, pour l'instant, voilà en quoi consisterait cette option. Geler les lignes de front là où elles se trouvent aujourd'hui. Fournir à l'Ukraine une quantité massive d'armes avancées, de quoi dissuader toute tentative future de la Russie d'envahir à nouveau son territoire. Alors que signifie cette approche ? Deux choses principales. Premièrement, l'Ukraine deviendrait un pays hostile, fortement militarisé et sous l'influence directe de l'Occident. Pour Moscou, c'est un cauchemar stratégique. Deuxièmement, ça équivaudrait à un revers historique pour le nationalisme russe. La guerre aura renforcé l'identité nationale ukrainienne et humilié la Russie, laissant Poutine acculé politiquement. Et c'est pas fini. Même aujourd'hui, des nouvelles continuent de souligner la complexité de la situation. Guerre en Ukraine, l'envoi de militaires européens en discussion. Ça représente pour Moscou une issue extrêmement douloureuse, presque une victoire à la Pyrrhus, un gain temporaire sur le terrain, mais une défaite stratégique inévitable à long terme. C'est précisément pour cette raison que la Russie cherche maintenant à faire monter la pression afin d'exclure cette option lors des négociations. L'objectif, il est très clair, empêcher l'Occident d'armer l'Ukraine jusqu'aux dents dans les années à venir. Il est important de rappeler qu'en 2022, lors de l'échec des pourparlers de paix, l'une des exigences principales de la Russie était la limitation de la taille et des capacités de l'armée ukrainienne, ce qui nous mène directement au 4e point. Jette un coup d'œil à cette news du Wall Street Journal. L'Ukraine tire des missiles balistiques de fabrication occidentale et commence à construire les siens. Suite au feu vert donné par Washington, Paris et Londres, l'Ukraine a commencé à utiliser ses missiles de précision pour frapper des cibles sur le territoire russe. Cependant, cette capacité reste limitée. Ça s'explique à la fois par les restrictions imposées par les pays occidentaux et par le fait que l'Ukraine ne dispose que d'un nombre restreint de ces missiles avancés. Pour pallier cette faiblesse, Kiev affirme travailler sur un programme secret de missiles balistiques prétendument en cours de développement. Selon les autorités ukrainiennes, ce programme devrait bientôt porter ses fruits, permettant à l'Ukraine d'améliorer significativement sa capacité à frapper des cibles stratégiques en Russie. Vous entendrez l'année prochaine, ou d'ici la fin de l'année, qu'il y aura un grand programme de missiles. Rustem Umerov, ministre ukrainien de la Défense. Croyez-moi, il y aura bientôt des résultats concrets que non seulement l'Ukraine, mais aussi la Fédération russe verront. Yegor Tchernev, membre du Congrès ukrainien et agent de liaison avec l'OTAN. On parle ici d'une capacité stratégique dont seule une douzaine de pays dans le monde disposent. C'est un scénario que la Russie veut absolument éviter. L'Ukraine, équipée de missiles balistiques, capables de frapper n'importe quel point en Russie, difficile à intercepter, doté de charges utiles importantes et qui pourrait même, à terme, ouvrir la porte à une capacité nucléaire secrète, à l'image de ce qu'a fait Israël. Grâce à son héritage de l'industrie aérospatiale soviétique, l'Ukraine dispose déjà des compétences, du savoir-faire et des professionnels nécessaires pour développer cette technologie. Ce qui lui manque, c'est l'argent. Ces missiles coûtent cher à produire, notamment en raison de la technologie avancée qu'ils nécessitent et des matériaux capables de résister aux températures extrêmes générées lors de leur rentrée atmosphérique. C'est pourquoi Kiev est activement à la recherche de financement. Pour l'instant, l'administration Biden a refusé de soutenir ce programme directement. À la place, les États-Unis financent généreusement le développement de drones à longue portée, une alternative jugée moins coûteuse et plus efficace selon le secrétaire à la défense US Lloyd Austin. Ces drones représentent aussi un risque d'escalade moindre pour la Russie en comparaison avec des missiles balistiques. Cependant, il faut noter que la Maison-Blanche a déjà adopté cette posture prudente pour d'autres armes, comme les chars, les missiles Atakams ou les F-16, avant de finalement donner son feu vert. Moscou ne veut donc prendre aucun risque de surprise. C'est dans ce contexte que s'inscrit le lancement du missile Oreshnik. Les 4 raisons principales pour lesquelles la Russie doit augmenter la pression maintenant sont claires. Éviter que l'Ukraine ne se dote d'un arsenal balistique avancé, décourager un soutien encore plus poussé de l'Occident, renforcer sa position dans les négociations futures et modifier la configuration des relations de pouvoir pour les décennies à venir. Vladimir Poutine a menacé de réduire en poussière les cibles à Kiev. Le président russe a déclaré que les bâtiments du gouvernement ukrainien pourraient être frappés avec le nouveau missile balistique Oreshnik.
Narochnik. Et oui, parce qu'en Ukraine, la guerre ne se limite plus à une lutte pour le territoire. C'est aussi devenu une bataille pour définir les rapports de force géopolitiques du futur. Certains analystes estiment que les actions de Poutine, y compris ce lancement de missiles, ne sont qu'un bluff stratégique. Mais d'autres considèrent que si Moscou n'atteint pas ses objectifs, elle pourrait être tentée de monter encore d'un cran, quitte à inclure une attaque contre un territoire de l'OTAN. Une hypothèse qu'on a déjà explorée dans une précédente vidéo. Alors qui a raison? C'est difficile à dire avec certitude. Mais une chose est sûre, il est dans l'intérêt de tous que Poutine perde cette guerre, d'une manière ou d'une autre. L'action même de Poutine, en augmentant la pression, montre qu'il ne reste plus beaucoup d'alternatives. Ça souligne l'urgence de renforcer les capacités de dissuasion de l'Europe, armer l'Ukraine de manière durable même après la fin de la guerre, et enfin stopper l'axe Moscou-Pyongyang-Téhéran-Beijing qui pourrait devenir un bloc stratégique dangereux. En fin de compte, ça reviendrait à ce que Poutine se tire une balle dans le pied. Mais honnêtement, c'est pas la première fois. Certains pourraient même dire qu'il a déjà fait ce choix le 24 février 2022 en déclenchant son invasion. Cela dit, maintenant les questions, elles s'adressent à toi. Comment réagir face aux provocations de Moscou? Ces actions sont-elles réellement dangereuses ou simplement un moyen d'augmenter la pression? Que ferais-tu à la place des gouvernements européens? Partage-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à liker, à t'abonner et à partager. Et nous on te dit à très vite pour plus de news. A ciao, bonsoir.